Mais tout de suite, on va parler de maisons de repos dans notre duel aujourd'hui avec le scandale Orpea qui touche la France et beaucoup de questions qui se posent en Belgique aussi sur l'organisation de ce secteur des maisons de repos, sur leur situation financière à cause de la crise du Covid et sur la manière dont on va peut-être réformer le secteur, notamment en région bruxelloise. Nous sommes avec Vincent Frédéric, c'est le président de FEMARBEL, c'est la fédération des maisons de repos du secteur privé, et avec Elisabeth de Gries, c'est la vice-présidente des mutualités chrétiennes. Je commence avec vous, Vincent Frédéric. Il y a le scandale Orpea en France, il y a une série de témoignages aussi en Belgique. Le dernier, c'était sur la RTBF hier soir, où on entendait une infirmière expliquer qu'on lui demandait d'aller vite, ce qui ne permettait pas de faire tous les soins qu'elle aurait souhaité faire à ses patients, qu'on diminuait les portions de nourriture jusqu'à ce que les résidents se plaignent. Ce sont des choses qui vous étonnent, qui signifient qu'il n'y aurait peut-être pas eu assez de contrôle en Belgique ? Mais ce qui ne m'étonne pas, c'est qu'une série de gens se plaignent. Maintenant, on les entend toujours quand l'actualité le suscite. Maintenant, la question fondamentale pour les résidents, c'est la qualité et la manière dont celle-ci est vérifiée par les services d'inspection. Et là, il y a certainement une efficacité à trouver. Ouais, ça veut dire qu'on doit renforcer l'inspection. Est-ce que le secteur que vous représentez, il est prêt à jouer le jeu et est prêt à se plier à des inspections supplémentaires ? On a quand même souvent entendu dire qu'il y avait quand même déjà beaucoup d'inspections dans ce secteur en Belgique. Eh oui, mais il y a beaucoup d'inspections, évidemment, mais il faut qu'elles soient efficaces. Je vais prendre un exemple. On a, pour parler d'Orpea, la ministre Montréal a donné instruction à l'inspection de visiter, et ça se fait toujours par surprise, un certain nombre d'établissements d'Orpea en Wallonie, mais il y en a eu aussi à Bruxelles. Ça date d'il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Elle a déclaré qu'il y avait un cas, semble-t-il, inquiétant, mais à l'heure qu'il est, aucune maison n'a reçu son rapport d'inspection. J'ai un établissement qui était inspecté à Bruxelles le 20 décembre, mais qui n'a pas encore reçu son rapport d'inspection. Et l'objectif de l'inspection, ça n'est pas de jouer aux gendarmes ou à la police, c'est de s'assurer en fait que les normes sont bien appliquées et les personnes âgées bien traitées. Donc ces rapports d'inspection, ils doivent arriver plus vite. En Flandre, le rapport d'inspection, il est imprimé par l'inspecteur et signé par l'inspecteur le jour de l'inspection. Donc il faut plus d'efficacité. Alors, on va entendre Elisabeth de Gries pour le point de vue des mutualités. Les mutualités chrétiennes, je rappelle, c'est 4,5 millions d'affiliés en Belgique. On va voir quelques chiffres ensemble, si vous voulez bien. Il y a 135 maisons de repos agréées en région bruxelloise. Ça représente 15 000 lits au total. 64%, c'est-à-dire presque les 2/3, sont des maisons de repos privées. 20% relèvent du secteur public et il y a 16% qui sont du secteur ASBL, donc secteur privé, mais sans but lucratif. Est-ce que vous, Elisabeth de Gries, vous faites une différence entre les différents réseaux ou c'est plutôt d'une maison à l'autre qu'on peut rencontrer des difficultés ? Je pense que la spécificité du secteur privé commercial, c'est qu'il y a un enjeu de rentabilité derrière, qui est certainement un élément supplémentaire à prendre en considération quand on parle de qualité. Puisque si la rentabilité fait partie des éléments avec lesquels les gestionnaires de maisons de repos, dans ce cas-ci, doivent travailler, c'est clair que quelque part, le verre est dans le fruit et qu'il y a un risque. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, quel que soit le réseau, il faut que la qualité des soins soit la préoccupation de tout le monde, et donc à commencer par les gestionnaires. Alors je peux rejoindre les enjeux de professionnaliser ou d'améliorer les systèmes de contrôle et d'inspection, mais je pense d'abord que c'est la préoccupation première de chaque acteur au sein de la maison de repos, de s'assurer que les soins soient donnés correctement et surtout que la qualité de vie des résidents soit à un niveau relativement suffisant pour qu'il n'y ait plus ces plaintes et qu'on ne doive plus attendre une inspection ou un rapport d'inspection pour se dire tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on change quelque chose. Ouais, si on a l'objectif que de faire que des bénéfices, le verre est dans le fruit. Je vais donner l'occasion à Vincent Frédéric de répondre, mais je voudrais d'abord qu'on regarde une citation d'Alain Marron, c'est le ministre de la Santé du gouvernement bruxellois. Il travaille sur une réforme du secteur, il a déjà prévenu aucune autorisation ne sera octroyée aux établissements à but lucratif tant que ce secteur représentera une part de plus de 50% de la capacité totale. Donc c'est une sorte très clairement, Vincent Frédéric, de moratoire sur les maisons de repos privées qui est annoncé par Alain Marron. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a trop de maisons de repos privées en région bruxelloise. Et qu'est-ce que vous répondez à Elisabeth de Gries quand elle dit attention, si le but premier c'est de faire des bénéfices, peut-être qu'on a un petit problème de philosophie. Le but premier, c'est de faire des bénéfices. Il y a des établissements associatifs à Bruxelles qui sont dans une situation financière florissante avec un bénéfice d'exploitation d'1,5 million d'euros dont on espère qu'il va être rétrocédé aux résidents. Maintenant, sur les déclarations de M. Marron,
tout simplement, M. Marron, lui, pour des raisons purement idéologiques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va priver des résidents lourdement dépendants dans des maisons de repos privées de pouvoir bénéficier d'un encadrement supérieur de lignes maisons de repos et de soins. Donc, il mène un combat idéologique en procédant à des discriminations en termes de couverture de volume de personnel en place entre nature de pouvoir organisateur. Il faut savoir que la proportion de lignes maisons de repos et de soins dans les établissements bruxellois, et ce n'est pas un reproche que je fais au public et à l'associatif, je suis factuel, il y a plus de 50% des lits de maisons de repos associatifs et 50% des lits publics qui ont des lits de maisons de repos et de soins, c'est-à-dire avec une norme de personnel de soins supérieure de 30%, financée évidemment, tandis que le secteur privé commercial est à 30%. La Flandre, elle a décidé tout simplement d'abroger la distinction en termes de volume de personnel entre les résidents lourds qui sont en MR et en MRS, sans se préoccuper de la nature du pouvoir organisateur. Ouais. C'est pour moi un exemple à suivre. Donc ça, c'est pour que tout le monde craigne bien, hein. Les maisons de repos et de soins, on a le droit à un encadrement supérieur parce qu'il y a des problèmes de santé plus lourds à gérer que dans les maisons de repos. Une question quand même, Vincent Frédéric, il y a 15 000 lits, il y a actuellement, si je ne me trompe pas, à peu près 11 000 résidents dans les maisons de repos en région bruxelloise. Ça veut dire qu'il y a 4 000 lits qui ne sont pas occupés. Ça veut dire qu'on a peut-être aussi un petit peu une surcapacité, qu'il y a eu des gens qui ont investi dans l'idée qu'on allait se faire de l'argent dans ce secteur ? Il y a une surcapacité qui est liée à des facteurs historiques avec le rapatriement en urgence des maisons de repos de la COCOF vers la COCOM avec la 6e réforme de l'État. Nous convenons, tout le monde convient qu'il y a actuellement trop de lits à Bruxelles. La question fondamentale, c'est la manière dont on les récupère. Soit on applique une formule linéaire de récupération qui est contestée par toutes les fédérations, hein, j'insiste, publiques et associatives, ou soit quand on récupère des lits, je crois qu'il serait peut-être utile de voir justement la qualité qui est donnée par les établissements et d'aller en priorité récupérer des lits dans les établissements qui n'ont pas de résultats satisfaisants en termes de bien-être et de soins aux personnes âgées. Ouais, si j'essaye de décoder vos propos, Vincent Frédéric, l'idée c'est qu'il ne faut pas s'attaquer spécifiquement au privé, il faut essayer de supprimer des lits là où ils ne sont pas de très bonne qualité. C'est ça l'idée ? C'est-à-dire que la récupération de lits telle que conçue par M. Marron, je parle des lits agréés non occupés, elle va servir quasi tout le monde de la même manière, avec une pénalité supplémentaire pour les personnes lourdement dépendantes qui ont fait le mauvais choix politique d'aller dans un établissement privé plutôt que ceux qui sont préférés par M. Marron. Alors, Elisabeth de Gries, j'ai envie de vous entendre sur un autre point. C'est sur les alternatives au séjour en maison de repos. C'est évidemment une solution pour beaucoup de familles. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres solutions et peut-être se dire qu'on utilise trop les maisons de repos aujourd'hui ? C'est ce que vous vous dites aux mutualités chrétiennes ? Évidemment, on met le focus sur les maisons de repos pour le moment, vu l'actualité, c'est normal, mais c'est vrai que notre préoccupation, c'est de voir vraiment l'accompagnement du vieillissement et de la perte d'autonomie de manière beaucoup plus large et beaucoup plus globale. Au départ, d'abord des besoins de la personne et au départ de toute une série de structures qui existent aujourd'hui, les soins à domicile, les centres de jour, les courts séjours, les aidants proches. Il y a toute une série de maillons qu'on doit pouvoir articuler dans l'accompagnement du vieillissement et de la perte d'autonomie. Et évidemment, les maisons de repos en font partie, mais il faut effectivement qu'on puisse travailler sur une vision beaucoup plus globale que les maisons de repos. Alors, M. Marron s'attaque maintenant aux maisons de repos et je trouve ça bien. Et il y a des éléments positifs dans l'ordonnance qui est en travail pour le moment. Il y a aussi des éléments sur lesquels on se questionne parce que justement, c'est pas une vue globale du vieillissement de la population à Bruxelles. C'est juste une petite partie de la lorgnette et de la problématique. Et nous, on pousse pour une meilleure reconnaissance de tous ces services et un meilleur accompagnement des personnes au domicile. Ouais. Évidemment, mais Elisabeth de Gries, Elisabeth de Gries, si on va avoir une plus large palette d'accompagnement des seniors en fin de vie, parce que c'est quand même de ça dont on parle. Vous parlez des aidants proches, vous parlez des courts séjours, vous parlez du maintien à domicile. Ça veut dire que c'est une implication supplémentaire des familles. Tout le monde ne peut pas le faire. D'abord, tout le monde n'a pas une famille qui s'occupe des seniors et tout le monde n'a pas la possibilité dans sa vie professionnelle ou sa vie familiale d'accorder du temps. Il faut que les pouvoirs publics interviennent d'une manière ou d'une autre. Oui, mais donc on l'a déjà dit plusieurs fois, la question des aidants proches est une question fondamentale. Il y a aujourd'hui toute une partie de travail d'accompagnement de personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient âgées ou pas d'ailleurs, mais ça se voit quand même plus pour des personnes âgées, qui est pris en charge par des aidants proches, c'est-à-dire une épouse, un enfant, un ami qui accompagne, qui soutient, qui aide, qui fait des courses, etc. Ce travail-là n'est pas rémunéré aujourd'hui. Alors il faut continuer à défendre ce statut, il faut mettre en place une vraie reconnaissance, il faut mettre en place des congés, il en existe déjà, mais il faut les renforcer
pour que ces personnes puissent s'arrêter de travailler, continuer à payer leurs cotisations pour une bonne pension quand elles seront âgées et pouvoir effectivement être sereines quand elles peuvent aider les personnes qui sont en perte d'autonomie. Ouais, vous avez lancé aussi l'idée d'une assurance autonomie. Hein. Donc on cotiserait toute sa vie pour pouvoir avoir une aide au moment où on en a besoin en fin de vie. Je voudrais avoir le sentiment de Vincent Frédéric là-dessus. Est-ce que l'assurance autonomie, c'est quelque chose à laquelle les pouvoirs publics doivent réfléchir? Ça pourrait servir à payer les maisons de repos en fin de vie aussi. Et ça doit servir à assurer à la personne âgée la possibilité d'avoir une intervention dans le respect de ses choix, que ce soit la maison de repos ou l'aide à domicile. Il faut bien se dire qu'on ne peut pas compartimenter ni segmenter la réponse au vieillissement de la population. C'est pas le maintien à domicile contre l'hébergement en maison de repos, mais c'est bien l'ensemble des éléments qui doivent permettre à la personne, dans le cadre d'une liberté de choix et des moyens dont elle doit disposer, d'avancer. Le problème de l'assurance autonomie, c'est avant tout un choix politique et une volonté politique. Et des moyens politiques. Vous seriez favorable? Et à Bruxelles, je suis loin d'être sûr mais je suis entièrement favorable. La question, c'est que quand on voit l'assurance autonomie en Flandre, il y a quand même une intervention des pouvoirs publics qui n'est pas négligeable et dont je crains qu'elle ne soit que difficilement concevable dans la région de Bruxelles-Capitale. Merci beaucoup. C'était Vincent. C'est une question de priorité politique. Voilà, c'était Vincent Frédéric pour FEMARBEL, donc la Fédération des maisons de repos secteur privé, Elisabeth de Grise pour la Mutualité chrétienne. Merci à tous les deux.